Marisol Touraine, je suis ravi de vous retrouver. Merci de venir sur l'antenne de Radio Classique et de LCI ce matin après le vote de la réforme des retraites à l'Assemblée. Les sujets ne manquent pas ce matin. Je ne vais pas commencer par les retraites, mais par le Rafale. Est-ce que vous considérez, comme tous les Français, que c'est un petit peu une baigne pour nous tous ? C'est à la fois pour les différents pouvoirs et puis pour nous, quoi. C'est une réalité aujourd'hui. C'est vrai que c'est un avion qui n'a pas été exporté. C'est dommage. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire et j'espère que cet avion pourra être exporté en Inde et que le contrat auquel mais est-ce que vous vivez ça mal, comme beaucoup de Français ? Parce que le président de la République revient du Brésil et hop, on apprend que c'est les Suédois qui ont gagné. Donc, Cela fait des années que le contrat avec le Brésil était engagé, que le président précédent avait aussi essayé de vendre cet avion. Manifestement, il y a des difficultés. Il paraît que les difficultés économiques que rencontre le Brésil expliquent cette décision. Oui. Je la regrette. Deuxième sujet qui est évidemment important, la réforme des retraites. Elle a été votée d'abord, donc ça c'était quelque chose qui est très important. Il y a deux problèmes qui se posent, non pas ce matin, mais depuis un certain temps. Il y en a un depuis hier soir, c'est Copé qui vous tire dessus. Et il y en a un depuis un certain temps, c'est la Commission européenne qui considère que vous ne faites pas assez d'efforts du côté de la fonction publique et des régimes spéciaux. Mais commençons par Copé. Dit-il, la marque socialiste est celle qui pénalise la France, à savoir qu'on n'a pas été jusqu'au bout de cette réforme et qu'on ne fait rien pour baisser vraiment les dépenses publiques. Vous lui répondriez quoi ce matin ? Que la marque socialiste, c'est précisément de concilier l'effort demandé et qui est indispensable et qui est réel à des mesures de progrès. Et pour la droite, la réforme, c'est nécessairement des mesures exclusivement douloureuses. Pour moi, une réforme, une transformation de la société, cela passe à la fois par l'engagement de mesures de rétablissement des comptes, mais aussi par des mesures de progrès. Les mesures de rétablissement des comptes, elles sont au rendez-vous. Les 15 milliards. L'ensemble des Français vont contribuer. Les salariés du public, des régimes spéciaux comme ceux du privé, les retraités comme les actifs. Et dans le même temps, nous marquons clairement que cet effort ne doit pas être le même pour tous les Français. Ceux qui ont eu des métiers pénibles doivent pouvoir partir en retraite plus tôt. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de refabriquer, pardonnez-moi d'être franc, des régimes spéciaux, alors qu'on se plaint des régimes spéciaux ? Vous savez très bien qu'il y a plein de gens, la SNCF, qui partent en retraite à partir de 51, 52 ans, et les autres Français, les artisans, les commerçants... Cette réforme rompt complètement avec cette logique des régimes spéciaux. Il ne s'agit pas de dire que telle catégorie de Français va pouvoir partir à la retraite plus tôt. Il s'agit de dire que chaque Français, individuellement, verra pris en compte la réalité de son parcours professionnel. Oui, il y a des gens qui peuvent partir à la retraite plus tard. Vous, moi, d'autres Français, et c'est la raison pour laquelle j'assume pleinement d'avoir porté l'allongement de la durée de cotisation. Donc c'est définitivement individualisé. Nous vivons absolument. Il s'agit de tenir compte de trajectoire personnelle. Et ça, c'est une nouveauté dans notre Bruxelles système de protection sociale. Bruxelles... Considérant que ça ne va pas assez loin, qu'on aurait dû passer la barre des 62 ans, qu'on devrait... Est-ce que vous les avez lus, ces critiques ? Mais vous savez, l'âge légal est un critère qui, pour moi, qui pour nous, n'est pas le critère principal. Parce que c'est un critère injuste. Si vous avez commencé à travailler à 18 ans et que vous devez aller jusqu'à 62 ans, on vous demande de travailler 44 ans. Et si vous avez fait des études et que vous commencez à travailler à 23 ou 24 ans, eh bien, à 62 ans, vous pouvez partir. Donc, la durée de cotisation est le critère le plus juste. C'est ce que nous avions dit dans l'opposition. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et dans le même temps... Et quand l'UMP dit qu'il fallait passer la barre à 65 ans ? Écoutez, l'UMP a sa logique qui, au fond, consiste à dire qu'on ne tient pas compte de la réalité des parcours professionnels. L'UMP a systématiquement refusé toute prise en compte de la pénibilité, a systématiquement refusé de faire de la durée de cotisation le critère principal. Nous sommes dans une logique différente, qui est une logique qui intègre des mesures d'individualisation, de personnalisation, c'est un mot que je préfère, de personnalisation des parcours, et qui également revendique du progrès social, parce que c'est une rupture par rapport à ce qui se faisait jusqu'à maintenant que de prendre en compte des situations de pénibilité. Et ça, oui, je l'assume, c'est la marque d'un gouvernement socialiste. Je parlais tout à l'heure des 15 milliards, il s'agit des 15 milliards que le gouvernement que vous représentez va faire comme économie par an. Je reviens à la différence d'analyse. De l'autre côté, ils disent depuis le séminaire d'hier, il faut faire des
des économies massives au niveau de 150 milliards. On a l'impression qu'il y a deux France, quoi, deux visions de la réalité économique du pays. C'est-à-dire vous d'un côté qui seriez prudents, eux qui aujourd'hui feraient ce qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient au pouvoir. C'est ce que j'allais vous dire, Guillaume Durand. 100, 130, 150 milliards d'économies, la course est lancée. On a l'impression d'être face à une échelle de perroquet. C'est à celui qui grimpera le plus haut dans les perspectives d'économie, sauf qu'on ne nous dit pas sur quoi, comment les réaliser et pourquoi demain seraient réalisables des économies qui hier n'ont pas été faisables. La crise, vous savez, c'est l'argument numéro 1 qui a été donné. Écoutez, la double crise. La crise était là depuis, plus celle de l'euro. La crise était là à partir de 2008. Nous devons en assumer les conséquences puisque cette crise a duré. Donc nous avons engagé un effort d'économie qui n'avait jamais été engagé dans ces proportions-là. Et lorsque je vois, par exemple, dans le domaine de la protection sociale, de la sécurité sociale, les économies qui sont réalisées, elles sont tout à fait importantes. Plus de 3 milliards d'économies l'année dernière cette année 2013, pour ce qui concerne l'assurance maladie. Nous engageons le rétablissement des comptes en matière de retraite. Nous avons été amenés à prendre des mesures difficiles pour certaines en matière de politique familiale. Donc on voit bien que l'effort, d'économie, il est engagé. Et d'ailleurs, je demande à la droite de faire preuve d'un peu de cohérence, puisque lorsque nous engageons le rétablissement des comptes de la branche de la politique familiale, on nous reproche ces économies. Lorsque nous faisons des économies en matière de médicaments, la droite nous critique pour aller dans cette voie. Donc on voit bien au fond que pour la droite, les bonnes économies, ce sont toujours celles que nous ne faisons pas et celles que nous faisons ne devraient pas être réalisées. Est-ce qu'il faut arrêter le système des intérimaires dans les hôpitaux qui coûte une fortune ? Il faut introduire de la régulation. En gros, je réexplique pour les gens qui nous écoutent, c'est-à-dire que les intérimaires qui suppléent les difficultés évidemment de personnel à l'hôpital sont payés 600-800 euros de l'heure, alors que les titulaires sont à 250 euros, coût total 500 millions. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. C'est-à-dire que la situation est que dans certains établissements hospitaliers, il n'y a pas de médecins qui souhaitent prendre les postes. Donc on fait les intérimaires plus chers. Donc on demande à des intérimaires de venir et les prix sont différents selon les établissements. Il faut à l'évidence mettre de la régulation. Des mesures ont d'ores et déjà été prises d'ailleurs. Un rapport a été rendu au Parlement il y a quelques jours qui préconise des mesures, mais certaines de ces mesures d'ailleurs avaient déjà été mises en place. J'en prends pour exemple le fait d'avoir un dispositif qui permette d'identifier les lieux où manquent des professionnels pour pouvoir envoyer les médecins là où manquent des médecins. Mais est-ce que ce système n'est pas scandaleux ? Parce qu'en fait, le problème de l'économie pour un pays qu'on doit gérer, c'est de traiter les problèmes les uns après les autres, les départements, les régions, ce qui se fait. Alors vous me direz que tout ça, c'est très impressionniste, mais c'est vrai que ça paraît bizarre de payer des médecins pour le même boulot 250 euros et 600 euros les autres ou 800 euros. Ce sont des médecins qui n'ont pas le même statut. Dans un cas, ce sont des médecins hospitaliers, dans l'autre cas, ce sont des médecins libéraux. C'est vrai que nous ne faisons pas le choix, je le dis, d'imposer aux médecins le lieu où ils doivent exercer. Parce qu'une possibilité serait de dire, au fond, les médecins n'ont pas le choix du lieu où ils s'installent, du lieu où ils exercent, et nous rompons avec ce qui est quand même avec la médecine libérale. Avec la médecine libérale. Ça n'est pas le choix de ce gouvernement. Plutôt que de la contrainte, nous voulons définir des mécanismes de régulation et par exemple d'encadrement des rémunérations. L'aspect politique de cette matinale, avec vous, Marisol Touraine. Alors, Jean-Marc Ayrault va au journal de TF1. C'est vrai que ce matin, je lisais dans Le Parisien un papier assez méchant. Il y en a beaucoup sur lui ces derniers temps, considérant qu'il y a des ministres qui ne s'intéressent absolument pas à Jean-Marc Ayrault, d'autres qui l'ignorent, comme Fabius et Le Drian, et d'autres qui sont en froid. Montebourg, Moscovici, Valls et Marisol Touraine. Donc, tout cela n'a pas beaucoup d'intérêt et d'importance. Sauf s'il est totalement décrédibilisé politiquement. Donc, franchement, aujourd'hui, il y a un gouvernement qui travaille. Les résultats sont au rendez-vous. Une négociation sur la formation professionnelle qui a abouti il y a quelques jours, qui va donner lieu à une loi. Hier, le vote de la réforme des retraites, qui est une réforme importante pour les Français, très concrètement. Il y a un plan d'économie et un plan d'économie comme il n'en a jamais existé qui se met en place. Donc, il y a franchement une politique
qui avance. Le fait qu'il y ait tant de distractions et de commentaires autour des équipes, des états d'âme supposés des uns et des autres, n'est que l'écume D'accord, mais il y a peut-être un problème politique de fond entre le président de la République et le Premier ministre. Le Premier ministre et le gouvernement travaillent et évidemment s'inscrivent dans le cadre et dans la perspective de ce qui a été fixé par le président. Dernier point, il est important parce qu'il concerne les familles, les sages-femmes qui sont en grève ce matin. Pardonnez-moi de vous demander de faire court car nous arrivons au terme de cet entretien. Mais c'est vrai que c'est toujours préoccupant quand on va accoucher et qu'on se demande ce qui va se passer dans la maternité qui est à côté de chez vous si les sages-femmes ne sont pas là et sont en grève. Les professionnels médicaux, lorsqu'ils sont en grève, peuvent être réquisitionnés. Donc je veux dire que tout sera fait pour que les femmes qui doivent accoucher puissent évidemment le faire dans de bonnes conditions. Au-delà, la question qui est posée, c'est celle du statut des sages-femmes à l'hôpital. J'ai fait des propositions pour que soit reconnu le statut médical des sages-femmes à l'hôpital, soit dans le cadre de la fonction publique hospitalière, soit à l'extérieur, mais dans la perspective d'une reconnaissance du métier de sage-femme comme profession médicale. Je souhaite que nous puissions trouver un accord. Merci Marisol Touraine d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Passez la meilleure journée possible. Vous aussi. L'expression est consacrée, mais elle est sincère, comme toujours sur notre antenne. On retrouve évidemment Nicolas et Magali sur l'antenne de LCI et Sophie, évidemment, dans un instant pour vous présenter le rappel des titres sur Radio Classique.